Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée aux stratégies des constructeurs qui arrivent sur le marché européen. Quel projet pour Tesla, pour BYD? C'est les deux gros acteurs dont on va parler notamment au cours de cette table ronde. Est-ce qu'il faut forcément construire des usines pour produire local, ce qui permet d'améliorer l'approvisionnement et puis aussi accessoirement de bénéficier des bonus à l'achat des voitures électriques? Voilà, ça fait partie des questions que l'on va poser à nos trois experts sur ce plateau que je vous présente immédiatement. José Bagdad, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, associé responsable du secteur automobile chez PwC France et Maghreb. À vos côtés, Clément Leroy. Bonjour Clément. Bonjour. Merci à vous d'être là, associé au sein du cabinet de conseil Wavestone, en charge de la practice énergie et environnement. Et puis, en face de vous, Mickaël Valentin. Bonjour Mickaël. Bonjour Aurélien. Fondateur d'OPO et puis notamment auteur de deux livres sur Tesla et puis la méthode Elon plus récemment. Et donc, on va notamment parler de la stratégie de Tesla avec vous. Peut-être première question avec vous, José Bagdad, sur ces stratégies de constructeurs, notamment les Chinois. On en parle souvent sur ce plateau, avec vous notamment depuis quelques mois. Est-ce qu'elles sont en train d'évoluer? C'est-à-dire qu'on voyait les voitures arriver, commencer à connaître un petit peu les marques, à quoi elles ressemblent, qu'est-ce qu'elles proposent. Là, on voit que la stratégie aussi, c'est de tout simplement investir sur le plan industriel, ou en tout cas, il y a des projets très avancés, on va en parler. Est-ce que c'était dans l'ordre de marche assez logique depuis le début, il y avait cette logique-là? Oui, il y avait une logique des constructeurs chinois de tester le marché européen, de voir leur capacité à pouvoir le pénétrer, de bien comprendre les mécanismes pour pouvoir distribuer leurs véhicules, leurs marques. Donc un certain nombre de constructeurs sont toujours en train de tester, voir sur quelle position se faire, quelle est la concurrence marché par marché, parce que chaque pays est différent en Europe. Et puis, certains acteurs, comme BYD, se disent qu'ils peuvent passer à la vitesse supérieure. D'abord parce que sur le marché domestique, ils sont bien implantés avec une part de marché extrêmement importante, près de 40% du marché de l'électrique dominé par BYD en Chine. Ouais. Et donc, ils ont les moyens aussi d'investir et d'anticiper peut-être des législations qui pourraient être un peu plus dures dans le cadre d'accords commerciaux ou de non-accords commerciaux entre l'Europe et la Chine. Effectivement, on parle beaucoup de BYD parce que c'est en train de devenir un géant qui peut tout écraser ou en tout cas concurrencer Tesla évidemment sur le plan mondial. Et puis après, il y a les stratégies par continent. D'ailleurs, peut-être un point sur le marché européen, Clément Leroy, où est-ce qu'on en est de la pénétration des véhicules chinois? On en parle beaucoup, il y a beaucoup de marques, il y a eu différentes étapes. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape pour voir où est-ce qu'on en est? C'est vrai qu'on parle beaucoup de tsunami, on a l'impression que les marques sont déjà omniprésentes. Aujourd'hui, ça reste quand même très raisonnable. Alors effectivement, les taux de croissance sont quand même extrêmement importants. Sur 2022-2023, là, en ce milieu d'année, on dénombre à peu près 15 à 20 000 immatriculations chinoises hors marque MG, qui est un peu à part, parce qu'un pied en Asie et un pied en Europe. Donc 15 000 véhicules, c'est pas non plus démesuré. Si on rapporte ça sur l'ensemble des marchés adressables, c'est-à-dire à peu près les 30 pays européens, ça fait une trentaine de véhicules par mois immatriculés. Donc, ce n'est pas non plus le fameux tsunami qu'on nous annonce. Après, effectivement, ces derniers mois, on voit une pénétration plus forte de BYD, de MG, qui sont en train aujourd'hui de mettre en place des réseaux de distribution. La France, effectivement, est particulièrement ciblée. C'est un marché qui est très porteur. Et puis, les autres marchés européens également. Évidemment, on va revenir justement sur ces stratégies, notamment sur la distribution, parce que il faut se faire connaître des clients, évidemment. On va évidemment parler Tesla avec vous, Mickaël Valentin. Alors, le plus récent, c'est le passage d'Elon Musk à Paris, c'est quasiment tous les 2 mois maintenant. Et justement, pourquoi? Est-ce qu'on se dit que là, forcément, c'est pas juste parce qu'on mange bien dans la capitale, c'est qu'il y a peut-être des objectifs quand même industriels pour Tesla aussi? Il a dit qu'il aimait bien Paris quand même, donc ça peut aider aussi pour Paris. Ça peut aider. Non, alors Tesla se projette, Elon Musk a toujours tendance à se projeter assez loin, donc dans la vision d'Elon Musk à 2030, l'objectif de Tesla, c'est de passer de 2 millions aujourd'hui de véhicules produits et vendus dans le monde à 20 millions, donc x10. Donc ce x10, bien sûr, il va se faire aux US, où Tesla est quand même très clairement leader, en Chine, où Tesla est quand même bien positionné, mais aussi, surtout en Europe, parce que l'Europe, c'est quand même un des plus gros marchés mondiaux. Donc évidemment, il y a cet objectif de croître, et la discussion, c'est est-ce qu'on produit depuis la Chine et les US pour envoyer des batteries et des voitures en Europe, comme ça se faisait un peu depuis le début? Ou est-ce qu'on s'implante localement? Il y a pas mal d'avantages à s'implanter localement. Alors, il peut y avoir des raisons quand même de protectionnisme, parce que les 3 continents, sous des formes variées, commencent à avoir des mesures assez protectionnistes sur l'automobile. Il faut forcément s'adapter à ces marchés-là. Voilà, il y a aussi des questions logistiques, parce que pour des questions de réactivité face au marché, et puis aussi pour des questions de sociétales. En fait, de plus en plus, on a besoin, en tant que consommateur, de transparence. De plus en plus, on va
avoir cet argument du made in qui est quand même important dans l'achat, même si ce n'est pas forcément le premier critère. On l'a vu par exemple dans les années 2000 quand Toyota s'est implanté en France. Ouais. Ça a quand même eu un impact. Et aujourd'hui, Toyota à Valenciennes, c'est la première usine qui produit le plus de voitures finalement en France. Donc il y a dans cette stratégie plusieurs aspects, mais il y a notamment cet aspect-là. Effectivement, la voiture la plus made in France, c'est la Yaris qui sort d'Onin. Typiquement, José Bagdad, est-ce qu'on se dit que c'est ce type de logique que recherche, encore une fois, BYD ou peut-être d'autres aussi, parce qu'il y a Great Wall Motors qui arrive sur le marché aussi avec des produits. On ne sait pas si là, forcément, il y a une même logique industrielle, mais en tout cas, c'est peut-être l'exemple à suivre, Toyota ? Oui, je pense que les acteurs chinois, notamment, regardent ce qui a bien marché dans le passé. Toyota a une très bonne image en France, non seulement parce qu'ils ont été innovants sur l'hybride, mais aussi parce qu'ils ont cette usine en France. Et donc BYD qui se veut innovant, ce qui est le cas sur la partie motorisation électrique. Ouais. Donc ils vont jouer aussi sur ces tableaux-là, dire qu'ils sont innovants. Sécure, ils proposent quelque chose qui marche parfaitement, avec une bonne autonomie, et en plus avec une production qui est locale, au moins européenne. Et donc ça va être... ils vont essayer de faire ce qu'a réussi Toyota il y a 20 ans. Donc ils apprennent de leurs concurrents et des belles histoires qui sont passées. Ce qui a fonctionné, effectivement. Donc il y a l'aspect fabrication de voitures, gigafactory de batteries, on en parle beaucoup dans les Hauts-de-France. Est-ce que Clément Leroy, ça peut être une des premières étapes ? Là, on parlait pour Tesla en France, peut-être que ce serait plutôt d'abord une usine de batteries. Est-ce que voilà, pour ces constructeurs-là, on commence par faire des batteries parce qu'on sait qu'on répondra à un besoin, et puis après on verra en fonction des évolutions, les batteries en France, les voitures en Espagne, voilà, ça fait partie des sujets à discuter. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Chinois, les Coréens ont aujourd'hui globalement la main sur à la fois les filières d'approvisionnement en termes de matériaux, de métaux, par rapport aux accords géopolitiques qui ont été passés avec l'Amérique du Sud, avec l'Australie, avec l'Afrique. Donc, c'est vrai que ça leur donne un accès aux matières premières, ce qui est forcément fondamental dans notre sujet. Deuxièmement, l'expérience de Gigafactory, donc là aussi en Corée et en Chine, qui préempte quasiment aujourd'hui l'ensemble du marché. Le raffinage également, qu'on oublie parfois dans la chaîne de valeur, mais qui est quand même un maillon fondamental. Essentiel, oui. Et donc, l'implantation maintenant à marche forcée en Europe de Gigafactory est un élément important en local par rapport aux usines d'assemblage. Il y a bien deux stratégies différentes des acteurs asiatiques et chinois en particulier. Il y en a une qui est des acteurs qui n'ont vocation a priori qu'à fournir des packs batteries. Donc typiquement Envision aujourd'hui qui s'est principalement focalisé sur ce sujet et qui a d'ailleurs passé des accords commerciaux avec Renault, voilà, et donc qui risque de s'étendre aussi sur d'autres constructeurs. Ouais. Et puis des acteurs plus intégrés qui ont vocation de bout en bout à produire à la fois des batteries, mais aussi et surtout des véhicules. Donc on a bien les deux approches qui seront certainement dans la durée complémentaire, même si l'Europe, évidemment, a vocation aussi, d'un point de vue de souveraineté, à pousser un certain nombre d'acteurs locaux pour mettre en place également des gigafactories, donc typiquement ACC avec Total Energy, Stellantis et Daimler. Mais il y aura vraiment une compétition entre acteurs asiatiques et européens sur ce champ aussi. C'est vrai qu'il y a peut-être ce paradoxe, malgré tout, de se dire souveraineté, évidemment, pour chaque pays, pour chaque continent, mais chaque pays se bat pour attirer aussi un BYD, un Tesla, parce qu'il y a aussi un impact en termes d'emploi, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, évident. Il y a forcément une tension toujours un peu entre les deux. C'est un peu la tension entre pousser la consommation et puis quand même pousser l'industrie qui est un maillon important pour la balance commerciale. On en parle assez peu dans le débat public, mais la raison pour laquelle c'est important aussi de se réindustrialiser, c'est de retrouver une balance commerciale positive. Aujourd'hui, on est à moins 160 milliards de déficit, beaucoup lié à la crise énergétique. On était plutôt à moins 40 avant, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on est en déficit de balance commerciale. Et donc, effectivement, attirer des investissements en France, c'est important. Et donc, il y a de fait quand même un peu une concurrence même au sein de l'Europe, ce qui est un peu compliqué entre les pays européens, pour attirer ces investissements. Et ce qui fera la différence, c'est à la fois avoir un écosystème. Donc, ce qui se passe dans les Hauts-de-France est super intéressant pour ça. Il commence à y avoir un maillon intéressant pour l'accès aux compétences, qui est clé. Dans l'industrie, aujourd'hui, il y a 80 000 postes qui ne sont pas pourvus. Donc, en fait, pouvoir avoir des compétences en local, c'est un des premiers critères pour investir pour un industriel. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait le pont aussi entre le monde de l'industrie et le monde des startups. Parce que la voiture est de plus en plus connectée, et donc aussi pour les batteries, mais pour tout un tas de raisons, c'est intéressant d'avoir une voiture connectée pour proposer des choses nouvelles aux consommateurs. Donc, quand je décide de m'implanter quelque part, il y a aussi cette connexion avec un écosystème potentiellement de la tech. Et donc, du coup, quand j'arrive à faire venir un investisseur comme Tesla, comme BYD ou comme des gens qui sont un peu avancés, c'est une chance pour moi de catalyser en fait tout mon écosystème. C'est à la fois potentiellement peut-être un concurrent pour des acteurs locaux, mais ça peut aussi accélérer les choses. C'est ce qui s'est passé quand Toyota est venu. En fait, ça a contribué à ce que les Hauts-de-France restent une terre industrielle d'automobile, et donc c'est aussi une bonne nouvelle.
Et c'est vrai que pour les pouvoirs publics, José Bagdad, il y a ce paradoxe dont on veut favoriser Renault, le Made in France, la Renault 5 qui va bientôt sortir, qui sera peut-être un peu le symbole de la voiture électrique a priori un peu plus accessible que ce qu'on a sur le marché. Après, il faudra voir le prix et qui pourrait faire la différence par rapport au bonus justement de celles qui viennent importé de Chine, mais sauf que on a aussi très envie d'avoir une usine BYD qui va fabriquer. Donc c'est un peu paradoxal aussi. Oui, mais le Made in France pour Renault, il n'est plus tout à fait vrai non plus. Hein. C'est vrai. Donc, ça dépend des... beaucoup Made in Espagne sur un certain nombre de véhicules. Donc c'est aussi la complexité de pouvoir être à la fois compétitif, mais aussi d'avoir une assise locale, une légitimité locale pour avoir le Made in Europe à minima. Donc attirer... des industriels pour venir en Europe, c'est clé pour les tissus, la construction et le renforcement des tissus industriels, mais aussi pour continuer à garder nos talents. Parce que pourquoi aussi on attire en France beaucoup d'investissements, et c'est le cas, on peut s'en réjouir, parce qu'on a des filières d'ingénieurs qui sont plutôt très bons, qui ont la capacité de pouvoir accompagner la transformation de l'industrie automobile, mais on perd beaucoup de talents qui vont ailleurs, dans d'autres industries, dans d'autres pays, dans d'autres continents, et donc pouvoir avoir des grands projets comme ça qui vont contribuer à garder ces talents-là, c'est aussi clé. Avec cette logique d'écosystème qu'évoquait Michael Valentin. Sur les constructeurs français, voilà, comment on peut les protéger, entre guillemets, ou faire en sorte qu'ils ne soient pas non plus trop rapidement débordés par des vagues de Tesla made in France ou Espagne, ou Allemagne aussi. Ce qui est certain, c'est que l'industrie automobile, que ce soit historique européenne ou américaine, ont bien pris conscience que la principale menace, la principale concurrente de demain, c'est l'Asie et c'est la Chine en particulier. Ouais. Déclaration récente de Carlos Tavares, du patron de Ford, qui dit « Demain, mon concurrent, ce n'est pas Toyota, ce n'est pas General Motors, ce sont bien les acteurs asiatiques et chinois ». Donc on est vraiment dans ce mouvement, même si, comme je le disais tout à l'heure, les chiffres ne donnent pas encore le vertige, mais clairement, on est au-devant de cette déferlante. Là où les Chinois n'ont pas réussi sur le thermique, il est assez évident qu'aujourd'hui, les planètes sont relativement alignées pour leur permettre de pénétrer l'Europe de manière massive. Donc, des barrières, il y en a de plusieurs ordres, en particulier que ce soit au niveau de chaque pays, au niveau de l'Union européenne, le sujet des incitations d'une part et des bonus-malus de l'autre part. Ouais. On a vu que le gouvernement a dû un peu en urgence remanier les formules, et en particulier pour l'application au 1er janvier 2024, avec des formules qui vont donner beaucoup plus de place à l'empreinte carbone, à la recyclabilité, et donc c'est forcément des sujets sur lesquels potentiellement les acteurs chinois qui privilégient des packs batteries bien plus assemblés, parfois effectivement low cost également, seront pénalisés à court ou moyen terme. Après, ce n'est que quelque part reculer pour mieux sauter. Ces bonus, ils seront aussi contestés. Les formules d'application vont être discutées par les experts. Et donc, voilà, le 1er janvier 2024, c'est demain. Qu'est-ce qui sera prêt à cet horizon? Est-ce qu'on sera vraiment en mesure de mettre une digue anti-constructeurs chinois? Rien n'est moins sûr. Ouais, effectivement. Et sur cette logique-là, et puis en termes de stratégie, pour un acteur comme Tesla aussi, arriver le plus vite possible avec une offre, avec une voiture à $25 000, 25 000 euros, voilà, ça fait aussi partie des manières d'y arriver, en s'implantant en France, en Espagne. Ouais, Tesla est arrivé par le haut, puisqu'ils ont attaqué par la Model S et la Model 3, et là, ils descendent petit à petit dans la chaîne de valeur un peu plus bas. Donc, pour faire une citadine, qui sortira probablement en 2026 ou un peu plus tard. La stratégie Tesla, pour l'instant, c'était plutôt déjà d'inonder le marché de la Model 3 et de la Model Y, qui sont sur un segment très particulier, mais qui permettent quand même, sur l'électrique, de prendre une part conséquente. Ils sont autour de entre 20 et 25% du marché global. Moi, ce que je pense, c'est que leur part, quand même, globale sur le marché mondial va diminuer un petit peu. Mais à horizon moyen terme, on ne voit pas comment Tesla ne garderait pas entre au moins 15-20% du marché total. Les Chinois, je suis d'accord, ils ont quand même 55% du marché électrique total. Alors, c'est sous le radar aujourd'hui, parce qu'effectivement, l'électrique n'est pas encore suffisamment important dans le mix, mais on sait que de toute façon, en 2035, sur les ventes neuves, ça va rebasculer. Donc, à un moment donné, j'espère et je souhaite que les 55% diminuent, mais ils auront forcément une part de marché encore importante sur l'ensemble du marché électrique, et donc il faut s'y préparer. Moi, je pense qu'il y a deux choses où il faut qu'on reprenne de l'avance. Aujourd'hui, on est plutôt sur un rattrapage, parce que malheureusement, on s'est mis à l'électrique plus tard qu'à la fois Tesla et les Chinois, qui eux, ils sont depuis les années 2000, donc forcément, ils ont de l'avance, mais on va y arriver, je pense qu'on a les moyens de rattraper, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour prendre une longueur d'avance, pour moi, c'est d'aller beaucoup plus vite sur la voiture connectée et tout ce qui va autour, parce qu'il y a tout un tas de services, et le chiffre d'affaires d'un constructeur automobile va de plus en plus être un mix des deux, une partie de service, une partie de vente de voitures. Et le deuxième sujet, c'est ce qui était évoqué à l'instant par Clément, c'est tout ce qui va être remanufacturing et l'industrie circulaire en général. Donc comment est-ce qu'on prend une longueur d'avance? Et l'Europe, pour moi, est une terre où on peut prendre un temps d'avance, parce que le citoyen européen est déjà beaucoup plus ouvert que le citoyen américain, par exemple, sur ce sujet. Donc il y a une traction là-dessus.
C'est pas pour tout le monde, mais cet argument de je vais réutiliser les matières premières, avoir une filière pour recycler les batteries, par exemple, me sourcer de manière responsable, etc. Et puis du coup, peut-être innover sur les batteries pour éviter le lithium, le cobalt, etc. Et les conditions éthiques dans lesquelles c'est fait, c'est quelque chose sur lequel on peut se positionner, qui va en plus générer des nouveaux secteurs, des nouvelles startups. Donc ça peut générer du revenu. Et en plus, ça peut permettre de prendre une longueur d'avance. Donc pas forcément être que sur la bataille d'avant, mais préparer la bataille d'après, qui sera vraiment cette mobilité au sens large, où il y aura du multimodal, il y aura tout un tas de choses. Un acteur automobile, un acteur de la mobilité sera plus forcément qu'un acteur automobile. Ce sera un acteur de l'énergie aussi, et un acteur tout simplement du digital, quoi. Sur ces transformations-là, justement, José Bagdad, sur le côté, on devient des boîtes de tech, Luca De Meo l'a dit, Carlos Tavares aussi. Voilà, il y a des choses qui se font aussi, l'intégration avec Google chez Renault, avec Amazon chez Stellantis. Il y a des choses qui se font. C'est une réalité, et même le patron de Volkswagen a dit qu'il voulait être la première boîte de tech en Europe. Ouais. Et donc, ils ont pour volonté d'être un acteur de logiciel demain, Volkswagen. Ça va être, la voiture va être presque l'accessoire. Il y aura 2 composants essentiels dans la voiture. Il y a la batterie et l'écosystème de logiciels qui permettent de gérer la batterie, apporter l'entertainment, la sécurité, du confort, tout un tas de services qu'on a aujourd'hui, mais qu'on peut imaginer encore se développer demain. Et donc, ces 2 éléments sont clés dans la valeur ajoutée que vous allez apporter au véhicule. Donc, il faut maîtriser à la fois la batterie et la partie technologique. Et là, il faut beaucoup de talent. L'enjeu, encore une fois, pour tous ces acteurs-là, c'est de pouvoir attirer des talents. Parce que devenir la première société d'employeurs, de créateurs de soft en Europe, avec une marque comme Volkswagen, c'est un vrai challenge. Ouais. Il n'est pas certain que ça va être suivi. Donc ça, c'est un enjeu pour toute la filière, attirer les talents, les conserver et leur donner les perspectives d'être dans un environnement qui peut les attirer autant qu'à la Silicon Valley. Ouais. Clément Leroy. Alors penser qu'on est protégé parce qu'on a les ingénieurs, parce qu'on a les centres de R&D, c'est aussi un peu se leurrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, les constructeurs européens, les constructeurs français ont mis en place des centres de R&D partout dans le monde avec des entités de veille, des entités de développement. Ouais. Aujourd'hui, il faut bien voir la réalité. L'Inde et la Chine sont les pays qui produisent, entre guillemets, le plus d'ingénieurs chaque année. Donc les cerveaux, ils ne sont pas qu'en Europe, ils ne sont pas qu'aux US. La Chine, aujourd'hui, ce n'est pas un pays où on copie et où on fait une pâle figure par rapport à ce qu'on a sur les marchés matures occidentaux. Sur le sujet de la tech, de l'iFi, des smartphones, etc. La Chine bat largement, pour certains aspects, les performances de Apple ou autres. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme par rapport à ça, se dire qu'on n'est pas sur le monde d'avant avec la Chine usine du monde et les pays qui innovent. Aujourd'hui, cette innovation, elle est répartie. Et donc aussi sur ce volet des talents, clairement, la compétition est bien des 2 côtés du monde. Là aussi, Michael Valentin, ça fait partie forcément des grands sujets. Ou est-ce qu'on aussi, un jeune Européen, on se dit pourquoi pas aller bosser chez Tesla. Il y a, si on s'implante un peu plus en France, en Espagne, etc. Ouais, alors il y a la question de l'écosystème qui est important. Et la raison pour laquelle les GAFAM sont nés dans la Silicon Valley, c'est qu'au départ, c'est une terre industrielle qui a fait naître en fait la tech. Donc moi, je crois beaucoup à cette puissance de porosité en fait entre les entreprises et de catalyser tout ça. Je suis d'accord que les talents, c'est la bataille. Enfin, aujourd'hui, moi, tous les dirigeants industriels avec qui je travaille me disent mon premier problème, c'est que j'arrive pas à recruter. Donc, comment je fais d'ailleurs pour recruter des compétences traditionnelles, des tourneurs fraiseurs, des chaudronniers, etc. C'est compliqué, des maintenanciers en France. Donc ça, il faut qu'on y travaille. On est en train d'y travailler, mais on doit rattraper 20 ou 30 ans d'industrie bashing un peu. Ça, c'est le premier sujet. Et après, il y a les compétences de la tech qui sont encore plus difficiles à attirer. Pour les attirer, pour moi, il y a un des points qui est encore un bloquant. Aujourd'hui, il y a toute une scène de start-up industrielles qui sont en train de se développer. Donc, elles sont plutôt bloquées par les financements. Donc, il faut qu'on arrive à beaucoup plus avoir des fonds qui sont dédiés au capital risque, mais sur la taille moyenne, c'est-à-dire les levées autour de 100 millions d'euros. Moi, je connais beaucoup de start-up qui sont sur ce sujet de la mobilité qui ont du mal à lever. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la méthode de transformation. Pas beaucoup de licornes, effectivement, dans la mobilité. Pas encore assez. Et le deuxième, c'est d'être capable de transformer ceux qui sont existants, donc les constructeurs existants, les tier 1, etc. Et pour moi, c'est la méthode, en fait, c'est comment devenir une boîte de tech. C'est pas seulement de la technologie, c'est même assez peu de la technologie, c'est plutôt comment est-ce que je m'y prends pour innover. Et c'est là-dessus, je pense, où il y a le plus de progrès à faire, parce que les boîtes traditionnelles sont très silotées. En fait, quand on veut innover, il faut faire ce qu'on appelle la recherche utilisateur, donc aller voir des utilisateurs potentiels qui ne sont pas forcément mes cibles actuelles. Donc aujourd'hui, je vends des voitures à des gens qui sont par exemple à la campagne, qui sont mariés, 2 enfants, etc. Si je devais être un acteur de la mobilité, je vais aussi toucher des jeunes urbains, je vais toucher des personnes peut-être plus âgées sur un type. Donc il faut que je fasse de la recherche utilisateur pour mieux comprendre ces gens-là, qui ne sont pas forcément aujourd'hui mes clients, et même des clients institutionnels différents, type les assureurs, type il y a tout un tas de personas, les loueurs de voitures, auxquels je vais vendre des services que je ne vendais pas avant, donc il faut que je les comprenne bien. Et pour faire ça, juste pour revenir à comment le
fait une start-up, elle va directement à la source, passer du temps comme un anthropologue, comprendre ce qui se passe, et à partir de là, elle va innover de manière itérative. Et ça, les grands groupes ne savent pas encore bien le faire, parce qu'en fait, ils ont des fonctions qui sont dédiées à comprendre le marché, qui sont plutôt le marketing, des fonctions qui développent le produit, qui parlent très peu au marketing, ou qui parlent encore moins au client final, et après, il y a les gens qui produisent. Et du coup, moi, ça m'est arrivé de bosser avec des gens, des ingénieurs de développement produit, qui devaient lancer des nouveaux modèles d'affaires, et qui n'avaient jamais de leur vie parlé à un utilisateur de voiture. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer dans les organisations. Et ben on verra s'il est le mot de la fin, José. Oui, il suffit juste de regarder les sites internet de vente en ligne des constructeurs aujourd'hui traditionnels. Ils sont très loin de ce que peuvent faire les meilleurs, que ce soit du Apple sur des ventes, mais aussi du Tesla. Expérience client. L'expérience client que vous avez de la vente en ligne est assez encore loin. Donc quand on voit à ce niveau-là les difficultés qu'ils ont, on peut imaginer sur l'innovation qui va encore plus loin, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour mettre le client au cœur de la réflexion. Allez, on va suivre les efforts de ces grands noms qui se mettront, on l'espère, en mode start-up pour innover assez vite. Merci à vous, toujours des enjeux passionnants évoqués avec vous trois. Un grand merci d'être venu sur le plateau de Mobility TV et on se retrouve très bientôt. Merci à vous.